L'échiquier international, soyez les bienvenus. On continue notre discussion après celle d'hier au sujet du numérique. Mais cette fois-ci, on vous emmène en Afrique. Comment se dessine la cartographie numérique sur notre continent avec ses différentes routes? Comment expliquer qu'un continent qui souffre parfois de précarité, de sous-investissement, puisse voir le nombre d'utilisateurs de smartphones augmenter? Quels sont les centres numériques les plus importants sur le continent et comment fonctionne-t-il? On sait également que l'Afrique est un enjeu crucial avec le combat des grandes puissances. Les big tech ne sont pas en reste, notamment américaines et chinoises. Et au milieu de toutes ces questions, que reste-t-il de la souveraineté des États africains face à la puissance ou la montée de puissance numérique? On en parle et c'est tout de suite. Est-ce que le numérique mettrait à mal le souverainisme africain? À qui appartiennent réellement les différents centres et leurs technologies qui dessinent les réseaux numériques sur notre continent africain? Eh bien, pour en parler, on reçoit Ophélie Coelho. Bonsoir. Bonsoir. Chercheuse associée, autrice du livre Géopolitique du numérique, impérialisme à pas de géant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'Afrique, continent immense, Ophélie Coelho, on sait surtout que le continent concernant le futur sera de plus en plus intéressant pour les investissements numériques et technologies numériques. Quand on parle d'Internet ou du numérique, est-ce qu'il est question de maîtrise des infrastructures numériques, bien entendu, mais qui les contrôle vraiment sur notre continent? Alors, au niveau des infrastructures, il y a quand même un partage en fait en termes d'investissement, mais disons que on va avoir quand même beaucoup d'investissements privés qui viennent de l'extérieur du continent africain. Les Chinois sont évidemment très présents sur la partie télécom, mais pas uniquement, c'est-à-dire que les Chinois vont être là sur la partie équipementier et télécom terrestre, et en revanche, on va avoir beaucoup d'investissements venant d'Occident, que ce soit de l'Europe d'une certaine manière, et aussi beaucoup des États-Unis avec la big tech américaine qui a énormément investi dans les câbles sous-marins qui entourent en fait, qui font le pourtour du continent africain, donc à l'ouest comme à l'est, tout simplement. Et il y a également de plus en plus de centres de données qui sont financés afin en fait de soutenir la montée en puissance des usages, à la fois sur le mobile, mais de manière aussi générale sur les usages du cloud pour les entreprises africaines. En Afrique, il y a notamment des pôles de technologies émergents. L'Afrique connaît une transformation numérique aussi exceptionnelle, rapide, portée par l'essor des technologies mobiles et le développement progressif des infrastructures de télécommunications, entre autres. Pourtant, l'accès à Internet demeure inégal selon les régions, avec des écarts significatifs en termes de pénétration, de coûts et de qualité de services. Comment s'effectue le déploiement ou la distribution numérique en Afrique? On sait que certains pays enclavés rencontrent une couverture numérique moins importante. Il y a une très grande inégalité d'accès en fonction des pays, et même dans les pays eux-mêmes, en fait, on va avoir des zones urbaines qui sont plus denses en termes de réseaux de télécommunications. Et puis, alors si on regarde au niveau de la carte continentale, on va avoir quand même certains pôles. Si on regarde plutôt Afrique subsaharienne, on va avoir le Nigeria, le Kenya et surtout l'Afrique du Sud comme gros pôles de concentration des données. C'est là, en fait, où les grands câbles sous-marins vont en fait venir se connecter. Ils se connectent dans d'autres pays, bien sûr, évidemment, mais vraiment au Nigeria et au Kenya et en Afrique du Sud, on a vraiment des connexions très fortes avec des câbles à haute densité, à haute capacité et, disons, une concentration des centres de données aujourd'hui sur le continent. Et pourquoi on a cette concentration-là? Parce qu'en fait, c'est une stratégie de développement pour des entreprises américaines et chinoises majoritairement qui, pour les américaines, passent par l'Europe au niveau des câbles sous-marins, s'arrête en Europe sur les services cloud, les centres de données qui sont en Europe, puis redescendent au niveau de l'Afrique. Donc en fait, on a une répartition comme ça des services qui sont en fait, par contre, des dépendances technologiques pour le coup aux États-Unis ou à la Chine en fonction de là où vient la technologie. Donc il y a un double niveau en fait, à la fois des connexions vers l'extérieur et également des infrastructures qui se développent à l'intérieur, mais pour l'instant de manière très inégale, donc avec des pôles urbains plutôt bien,
mieux développée que d'autres zones où effectivement, là, on va pas avoir de câbles terrestres en fait, voire des pays qui eux sont complètement enclavés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès en fait au littoral océanique, ce qui veut dire qu'ils doivent du coup négocier avec les pays voisins pour pouvoir accéder à des réseaux de câbles télécoms. Donc là, ça pose effectivement du coup plusieurs niveaux d'inégalité au niveau d'un pays lui-même, mais aussi entre les pays du continent, parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même situation géographique permettant du coup l'accès aux télécoms. Et donc, je pense qu'on va en parler un petit peu. Il y a aussi la solution du satellite, effectivement, qui se pose ici, qui pose d'autres problèmes. L'Afrique, bien entendu, bouge vite. Il y a des sortes de Silicon Valley, comme au Cap, en Afrique du Sud, à Nairobi, à Lagos. L'Égypte aussi commence à être un centre important. Comment ces centres africains ont émergé? Vous avez parlé, bien entendu, des investissements et de la technologie américaine et chinoise, mais est-ce que la volonté afro-africaine peut parfois aussi exister dans ces équations? Absolument, en fait, elle est omniprésente, bien sûr, elle est même, je dirais, volontaire, elle est à l'origine de ce désir, en tout cas, de transformation numérique. C'est très ambivalent, c'est très compliqué en fait, selon les pays desquels on parle. Donc, si on parle de l'Égypte, par exemple, le Caire, stratégiquement, géographiquement, ils sont juste à l'endroit où passent les câbles sous-marins qui font fonctionner les réseaux mondiaux. Voilà. Enfin, en tout cas, entre la Chine et l'Europe, et voilà, sur toute cette zone-là, en fait, du continent. Donc, du coup, forcément, l'Égypte, géographiquement, était forcément un point chaud de l'Internet. Hein, ça, c'est évident. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de câbles, mais aussi certains centres de données à cet endroit-là. Il y a la péninsule arabique juste à côté qui se développe beaucoup, donc ça donne encore plus d'importance en fait à toute cette zone géographique, évidemment. Ensuite, il y a au niveau de la Méditerranée, hein, que ce soit Algérie ou autres pays qui ont accès à la mer Méditerranée, là aussi, on a beaucoup de connexions qui se font, d'ailleurs, entre Europe et Afrique du Nord. Donc là encore, on va avoir des possibilités de développement pour des acteurs africains, à la fois sur les parties télécom et sur la partie numérique. Donc c'est intéressant, effectivement, de ce point de vue-là, de pouvoir développer des pôles économiques autour du numérique. Ensuite, il y a des entreprises, du coup, effectivement, un peu partout sur le continent. On peut parler, évidemment, à l'Afrique du Sud avec MTN, hein, qui est d'ailleurs présent ailleurs hein, qu'en Afrique du Sud. Hein. Au niveau continental, ça reste un acteur important, intéressant. Et puis ensuite, on va aussi avoir d'autres acteurs qui vont travailler plus qui vont être plutôt des startups africaines. Donc, il y en a beaucoup, en fait, hein, finalement, qui émergent et qui tentent d'émerger et du coup de se développer au fur et à mesure. Donc, principalement, effectivement, on en voit plus au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. Mais en fait, de manière générale, disons que la jeune génération, quand même, on constate qu'il y a une envie de faire, et notamment sur tout ce qui va être application mobile, avec un fort intérêt pour l'intelligence artificielle générative pour certaines startups. Qui parle de réseau Internet en Afrique parle de soutien au développement constant avec des investissements continus, accrus. Pourtant, le continent souffre encore d'inégalités. Hein. Mais le paradoxe, c'est qu'il comprend également un nombre d'utilisateurs avoisinant les presque 520-600 millions de personnes. L'abonnement, par exemple, téléphonique en Afrique subsaharienne, c'est plus d'1,2 milliard, je crois. Expliquez-nous ce paradoxe. En fait, il y a un fort potentiel. C'est-à-dire que là, et c'est d'ailleurs ce qui intéresse les investisseurs étrangers et les big tech américaines ou chinoises, c'est que il y a des utilisateurs mobiles qui augmentent au fur et à mesure, et puis les usages numériques augmentent également. Voilà, avec de plus en plus de matériel, de mobiles, de téléphones qui sont accessibles sur le continent africain. L'entreprise Transion, l'entreprise chinoise Transion, qu'on ne connaît pas du tout en Europe, se vend très bien, par exemple, parce que justement, c'est des mobiles plus accessibles, mais aussi plus adaptés à un certain nombre d'usages. Voilà, donc ça, c'est des choses, des grandes différences qu'on voit, mais c'est aussi un vrai potentiel en fait de développement dans ce secteur-là.
Par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est que ce développement-là se fait et va se faire probablement avec une très forte dépendance aux technologies qui sont donc extra-continentales, en particulier les technologies chinoises et américaines. Voilà. Bon, là-dessus, on est dans la même situation en Europe en termes de dépendance technologique, avec néanmoins des tentatives de répondre. Voilà, on a peut-être des dépendances différentes dans d'autres secteurs. Mais on fait face effectivement au même type d'impérialisme technologique, pour dire les choses de manière simple. C'est-à-dire, en fait, quand on parle des centres numériques, que ce soit en Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana ou le Kenya, pour ne citer que, on peut parler d'impérialisme ou de mainmise, étrangère sur ces Oui. centres de données, que ce soit les chinoises ou Oui. américaines. Alors surtout américains, faut quand même admettre. Les Chinois sont très présents sur la partie télécom et sur des investissements, voilà, sur la partie télécom et vidéosurveillance et notamment surveillance urbaine. Donc là-dessus, ils vont être assez forts. Mais ils se partagent le gâteau, on va dire, avec les big tech américaines qui, eux, sont très présents dans le développement des centres de données et de la connexion de câbles extracontinentales, donc câbles sous-marins. Et effectivement, du coup, cette cartographie de développement, elle se décide, bon, avec les pays africains, certes, mais elle se décide beaucoup selon la roadmap de ces entreprises-là. La roadmap, c'est-à-dire les ambitions de développement de ces entreprises-là, qui voient en fait dans le continent africain un potentiel de développement d'un marché, voilà, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient faire en Europe en termes de marché. Ils essayent d'ouvrir d'autres marchés parce que leur capitalisation a besoin de grandir sans cesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marché possible. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien depuis quelques années déjà, on voit très bien le chemin qui est fait, la stratégie qui est mise en place, avec effectivement le ciblage de certains pays, certaines zones. Bon, c'est pas pour rien d'ailleurs que les 3 zones, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, sont des pays anglophones, plutôt. C'est aussi parce que c'était culturellement plus facile d'aller dans ces pays-là pour commencer le développement. Donc c'est vraiment, on voit en fait une vraie stratégie de fond qui apporte à la fois, on peut dire, des éléments positifs pour le continent, parce que c'est toujours bien d'avoir des infrastructures d'une certaine manière. On peut se dire oui, au moins il y a des câbles sous-marins de nouvelle génération qui se connectent. Mais ces technologies-là, ces nouvelles technologies se font néanmoins quand même sous le signe d'une dépendance actuelle et future de plus en plus forte. Les carrefours numériques connaissent un essor sur le continent avec des pays qu'on a nommés. Un des plus importants demeure l'Afrique du Sud. Quelle est la spécificité de ce pays pour avoir un tel avantage ? La mer, c'est l'espace marin, Oui. mais pas que. Oui. Alors en fait, il y a beaucoup de choses. Historiquement, l'Afrique du Sud a été, même à l'époque de l'Empire britannique, et ça c'est intéressant de penser historiquement à la portée en fait à la portée de l'histoire et des chemins commerciaux de l'époque. Il y avait déjà le réseau télégraphique. Eh bien, la première station connectée au réseau télégraphique de l'Empire britannique, c'était l'Afrique du Sud, parce que c'était une colonie de l'Empire britannique. Et en fait, on voit ce schéma systématique renaître à chaque fois qu'il y a une nouvelle liaison en fait avec le continent africain. Il y a effectivement, on va tirer en fait des câbles de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud, et puis ensuite on va connecter d'autres pays en cours de route. C'est ce qui se passe systématiquement. Et donc ça commence de cette manière-là, mais il y a aussi un autre phénomène, bien sûr, qui est que l'Afrique du Sud a un réseau de télécommunications et d'énergie, bon, avec tous les défauts qu'il y a sur le réseau énergétique, mais néanmoins qui est développé, historiquement mieux développé que d'autres pays de cette zone géographique. Donc c'est assez intéressant. Ils sont dans l'hémisphère sud, et donc l'hémisphère sud, c'est quand même une zone qui est moins, moins occupée par les infrastructures numériques que l'hémisphère nord. Donc là aussi, c'est un point d'avantage. Pourquoi ? Parce que derrière, après, vous allez avoir également la possibilité de tirer des câbles jusqu'à Madagascar. Puis ensuite, vous allez avoir la possibilité de tirer plus loin justement dans la zone océan Indien et par la suite Australie. Et ça, d'ailleurs, on le voit dans les câbles de Google et de Meta. Les méga câbles qui tirent sont dans
Afrique du Sud, Madagascar et Australie. Donc, c'est intéressant pour eux en termes stratégiques. Et puis ensuite, il y a aussi un corridor traditionnel en termes historiques entre le Cap. En fait, il y a un fantasme vraiment qui vient de l'histoire coloniale, encore une fois, du Cap au Caire, c'est-à-dire cette idée qu'on va relier l'Afrique du nord au sud ou du sud au nord, voilà. Et en fait, à l'époque, c'était un projet de l'Empire britannique. Aujourd'hui, c'est un projet, on va dire, qui est plutôt panafricain, voilà. Donc là, on voit effectivement des acteurs africains ou qui se disent panafricains, qui veulent en fait conquérir d'une certaine manière, enfin mettre en place ce réseau-là. Donc on est dans une autre optique et par contre, ce réseau-là se fait quand même avec des investissements, beaucoup d'investissements étrangers qui, du coup, investissent dans cette ligne du Cap au Caire, d'une certaine manière, sur le télécom. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que l'Afrique du Sud, dans ce positionnement continental, son positionnement, il se comprend parce que en termes infrastructurels, il y a un développement déjà là. Il y a aussi, économiquement, une histoire économique, un pôle économique important par rapport à d'autres pays de la zone. Et puis ensuite, historiquement, il y a ce fantasme de tirer une ligne en fait du Cap au Caire, effectivement, et qui ressort aujourd'hui clairement dans l'envie de relier le sud et le nord du continent. On a parlé de l'Afrique du Sud, on va donner maintenant un exemple de pays africain un peu contraire. Je veux parler de la RDC, qui est un pays faiblement interconnecté. Il est tributaire de corridors transnationaux et dont le contrôle d'Internet leur échappe. Donc, parce que c'est un pays enclavé, justement, et ça donne une dépendance structurelle qui est quand même accrue. C'est-à-dire que les câbles ou le réseau Internet dépendent de pays voisins, et si ces pays voisins rencontrent des difficultés géopolitiques de n'importe quelle sorte, le pays, la RDC, connaît soit un problème d'Internet, soit même une rupture. Oui, effectivement, c'est vraiment la problématique des pays enclavés. Et là, en l'occurrence, dans ces cas-là, il y a des solutions, mais la solution, disons, celle dont on parle le plus en ce moment, ça va être plutôt Starlink, enfin en tout cas les réseaux satellitaires à orbite basse, sachant que voilà, c'est sûr que dans ce cas-là, le réseau satellitaire à orbite basse, que ce soit Starlink ou autre, on a Eutelsat en Europe, par exemple, qui fait ce genre de choses aussi. Il y a des réseaux chinois qui vont un jour, à un moment donné, fonctionner également de ce point de vue-là. Bon, en termes de technologie, ça existe. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. Et d'ailleurs, je crois qu'en Algérie, c'est une technologie qui est interdite, je crois. Enfin, vous me confirmerez, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ce que je dis. En effet. Oui, dites-moi. En effet, oui. Voilà. Vous êtes bien renseigné. Et en fait, forcément, c'est une technologie qui se discute dans le sens où elle passe au-dessus de la souveraineté des États. Voilà, c'est-à-dire que du coup, forcément, ça laisse à la fois des libertés, et c'est très bien de pouvoir accéder à Internet. En revanche, ça peut être vu par les États comme une problématique de souveraineté, ce qui est compréhensible du coup aussi en fonction de ce dont on parle. Voilà. Donc c'est un débat qui est du coup très sensible et très complexe. Moi, je dirais juste une chose par contre sur Starlink, c'est que malgré les facilités que ça peut apporter et le fait qu'on puisse du coup se connecter facilement à Internet, ça crée aussi une inégalité sur les populations. C'est-à-dire que autant tirer des câbles, ça nécessite un pouvoir public, donc un choix politique, mais qui est censé bénéficier à tous. Alors qu'avec Starlink, c'est à celui qui pourra l'acheter et s'équiper en fait. Donc ça crée une inégalité d'accès à la technologie au sein des populations, et donc si c'est une solution intéressante, il faut pas qu'elle devienne dominante dans les usages, même dans les pays enclavés en fait. La solution pour les pays enclavés, c'est avant tout d'avoir des réseaux pour tous, donc c'est le câble. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les satellites à basse altitude peuvent apporter des solutions aux zones montagneuses ou enclavées malgré leur coût. Oui, absolument. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pour résumer, effectivement, c'est une solution effectivement pour les pays enclavés ou en zone non accessible, en zone blanche. Alors, comment adapter, question peut-être pas très technologique, mais en tout cas socio-technologique, comment adapter justement la technologie ou la technologie numérique à la culture africaine ?
Ah bah ça, il y a plein de façons de faire. Écoutez, moi Je vous pose la question parce que je sais que les big tech se posent cette question, les départements de développement se posent cette question. Ouais, C'est pour ça que je vous... Oui, oui, mais vous faites bien de poser cette question-là. Moi, je reste toujours modeste par rapport à ça parce que je connais peu les usages, voilà, les usages en Afrique. Je les apprends au fur et à mesure. Je les observe et je les apprends et j'apprends beaucoup de choses du coup. Et notamment, il y a la question de la diversité des langues que j'ai trouvé très intéressante. Je vois effectivement que il y a des acteurs, il y a pas mal de communautés en Afrique d'ailleurs qui travaillent à essayer de traduire des espaces numériques, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi cette problématique du coup d'accès au réseau. Dans certaines zones, comme le réseau est faible, qu'on ne peut pas accéder à un réseau de très bonne qualité, du coup il y a des applications qui sont dégradées, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles sont sobres, elles vont être plus légères et donc elles vont mieux fonctionner dans des zones où on n'a pas beaucoup de réseau. Donc ça c'est la question technique. Et puis il y a aussi des usages, et là il y a certaines applications qui s'adaptent, par exemple à la couleur de la peau. J'ai vu que certaines applications de photographie étaient plus adaptées aux peaux foncées, et donc du coup forcément ça apporte pour l'utilisateur qui a une peau plus mate ou plus foncée un plaisir d'usage qu'il n'aurait pas avec d'autres applications. Enfin, il y a plein de choses entre la langue, la culture, les problématiques techniques et les problématiques purement esthétiques, je veux dire, voilà, la vidéo ou la photo. Effectivement, les entreprises, que ce soit big tech américaines ou chinoises, vont essayer de s'adapter pour vendre à un nouveau marché. Voilà. Maintenant, ce qui serait vraiment très intéressant, du coup, et je pense que c'est ce qu'essayent, c'est là où la valeur des startups africaines, là où elles ont vraiment beaucoup de valeur, ces startups africaines, c'est qu'elles connaissent le terrain. Et donc, elles peuvent justement, du coup, apporter quelque chose à un besoin qu'ils comprennent, tout simplement, et qui est beaucoup plus proche de leur quotidien. Donc là-dessus, c'est toujours pareil. Je pense que tous les pays, tous les pays du continent africain, ou que ce soit aussi d'ailleurs, ou d'autres pays, que ce soit l'Égypte ou que ce soit l'Algérie également, vous avez une connaissance du coup, et comme nous Français, en gros, on a une connaissance de notre culture et de nos usages. Et donc, du coup, derrière, quand on crée des technologies, on va essayer de respecter les valeurs qu'on protège, qu'on défend, et nos usages, notre culture. Je pense que c'est la richesse qu'on peut apporter, en fait, face, je dirais, à des technologies qui essayent clairement de dominer et d'imposer des usages qui nous ressemblent pas forcément au départ. Donc, la question culturelle, je pense, est intéressante de ce point de vue-là aussi. Alors, Ophélie Coelho, on a parlé de technologie, de numérique, de rivalité un tout petit peu entre les Américains et les Chinois, parce qu'on sait que l'Afrique sera éventuellement, à coup sûr, le terrain d'investissement numérique de demain. La rivalité va de plus en plus s'inscrire, mais on n'a pas parlé beaucoup de l'humain, et dans votre livre, donc je rappelle le titre, Géopolitique du numérique, impérialisme à pas de géant, vous consacrez, dans le chapitre Afrique, vous consacrez quelques lignes à une certaine Fonke Opeke, vous en faites le portrait dans votre ouvrage. Alors, qui est-elle ? Rapidement, elle a montré que la volonté d'une femme pouvait réorienter cet impérialisme ou cette superpuissance des réseaux numériques. C'est une source d'espoir quand même très conséquente. Oui, et je pense que c'est une source d'inspiration. C'est vraiment très intéressant parce que c'est une ingénieure nigériane qui du coup a porté des projets dans son pays en technologie, et notamment a participé à créer en fait l'entreprise Main One. Voilà, et a participé au fait de faire poser le câble Main One à l'époque, donc qui connecte en fait le Nigeria, donc un câble sous-marin qui connecte le Nigeria au réseau global. C'est une ingénieure qui a été formée aux États-Unis, qui est rentrée avec des idées en termes de numérique, mais on l'avait pas prise trop au sérieux. Je dis ça pour le téléspectateur. Évidemment, vous imaginez bien une femme qui arrive comme ça, qui revient dans son pays, et puis c'est une femme, ingénieure. Donc du coup, je pense qu'effectivement, il y avait ce côté un petit peu aussi du fait que c'était une femme. Elle a été effectivement formée aux États-Unis. Elle aurait pu rester aux États-Unis. Elle aurait pu continuer à travailler aux États-Unis, mais non, elle a fait le choix de revenir et effectivement de faire quelque chose, pour le Nigeria, et puis de créer sa boîte qui a très bien fonctionné par ailleurs.
avec néanmoins la fin de l'histoire de Main One, et c'est pour ça que son histoire est intéressante. C'est à la fois une victoire et en même temps, c'est un rappel aux réalités. Parce que il y a quelques années, c'est l'entreprise américaine Equinix qui a racheté Main One. Oui. Et donc là, c'est le rappel du marché. Et c'est là où il y a une limite aussi au rêve, voilà, qu'on peut avoir de se dire, OK, on va créer quelque chose pour son pays, etc. Donc voilà, c'est une femme qui est extrêmement inspirante. Son histoire est très inspirante, mais c'est aussi, je pense, et c'est pour ça que j'ai vraiment expliqué l'histoire jusqu'au bout, c'est aussi un signal d'alarme sur, oui, d'accord, mais par contre, faut faire attention parce que derrière, il y a des empires privés qui veulent récupérer tout ça. Les empires privés qui veulent récupérer tout ça. L'Afrique et le numérique, demain, ça serait quoi, Philippe Coelho? Comment vous voyez le futur, même si c'est difficile? On sait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs africains dans les universités étrangères, même il y en a qui sont formés sur place et qui veulent produire des choses, qui veulent faire des choses. Comment vous voyez cette dynamique? Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça qui est très stimulant. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire aussi Europe-Afrique aujourd'hui, enfin Afrique-Europe, peu importe dans quel sens vous le voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte en Europe qu'on a fait des choix assez dramatiques en termes de dépendance technologique et il faut qu'on se reprenne en main. Et en fait, ce que je souhaite au continent africain, tous les pays dans leur diversité, c'est qu'il y ait justement une forme de maîtrise technologique from the ground, j'ai envie de dire, donc de la racine, vraiment pas comme on a fait en fait en Europe, où on a abandonné en fait la maîtrise technologique au profit du coup des États-Unis en majorité. Et je pense que du coup c'est peut-être un signal aujourd'hui pour justement les entreprises et les États africains de pas faire la même erreur, j'ai envie de dire, et on aurait tout intérêt du coup à renouveler, à assainir, j'ai envie de dire, la relation avec l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique. Merci beaucoup. On a un avenir en fait commun important, et donc ce que je souhaite en fait, c'est qu'on arrive à trouver un avenir commun. Et que la technologie est probablement une bonne manière de le faire. Souhaitons-le. Créer en fait un autre modèle. Souhaitons-le. Merci beaucoup, Ophélie Coelho. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée et autrice du livre Géopolitique du numérique, impérialisme à pas de géant. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. L'Échiquier international se conclura sur ces mots. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.